le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Portail, une femme engagée et une utopiste réaliste, créatrice et hôte de 2 émissions de podcast. Éclosion par hygiène de vie, le podcast qui invite à la remise en question du monde et à la reconnexion à soi et au vivant. Conseils, rencontres, explorations et cheminements autour de la vie au naturel, du cycle féminin, du respect, de la bienveillance. Dans Éclosion, le micro est tendu à toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie. Avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions, elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Elles animent également l'émission Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. C'est le podcast dédié à la transition écologique et économique. Mais aujourd'hui, c'est avec l'épisode Les ingrédients du bonheur, publié sur son émission Éclosion, que je souhaite te faire découvrir le travail d'Alexandra. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, la première clé, et qui pour moi est indispensable, c'est apprendre à regarder tout ce qu'on a déjà. On parle souvent de la quête du bonheur et on est toujours en quête on est toujours à la recherche de la chose qui nous manque, que ce soit un objet, une relation, une activité ou peu importe. C'est plus compliqué, j'ai l'impression, pour l'être humain de se poser, de juste se dire « Ok, j'ai ça » et en fait, ça va rester comme ça, c'est déjà très très bien comme ça et c'est ça mon bonheur en fait. Moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin en fait. Peut-être que si, mais peut-être que pas en fait. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Le bonheur est vital pour notre espèce, mais également pour l'individu. Les hommes veulent être heureux et le rester, écrivait Freud. Il est aussi une affaire de santé. Quand on vit un moment heureux, la chimie du corps s'améliore, la tension et le rythme cardiaque diminuent. À condition de vie égale, les gens heureux vivent plus longtemps, ont un meilleur système immunitaire et plus de chances de bien se remettre après une opération. Et pour parler du bonheur, je reçois aujourd'hui Léa. Léa est coach bien-être et fondatrice de Gratitude et Bonheur. Et son dada est résumé dans cette injonction. Je t'aide à créer ton bonheur parce que tu vis pour kiffer, bordel. Le bonheur est un bien vaste sujet. Qui d'entre nous ne souhaite pas atteindre cet état de plénitude, de pur bonheur ? Et en même temps, qui d'entre nous disons qu'être heureux, ce n'est pas si simple ? Comment faire pour trouver ce bonheur ? Comment être heureux et heureuse ? Comment toucher du doigt l'épanouissement ? Mais savons-nous définir le bonheur finalement ? Notre bonheur ?
Maintenant que je t'ai bien introduit le sujet du jour et que tu meurs d'impatience de découvrir les réponses à certaines de ces questions, je te propose de rejoindre ma conversation pétillante et très enjouée avec Léa. Belle écoute! Bonjour Léa et bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui et pour remettre un petit peu de contexte sur ma découverte de ton univers. En fait, j'ai invité il n'y a pas très longtemps une personne, une jeune femme, Priscilla, pour partager son chemin de reconversion professionnelle pour devenir naturopathe et aussi pour répondre à pas mal de questions, notamment au sujet de sa peur de manquer ou de mal faire les choses dans la vie. Cet épisode d'ailleurs sera déjà en ligne normalement quand celui-ci sera publié, quand le nôtre sera publié. Et j'aime bien demander à la fin à mes invités de partager certaines ressources ou des personnes qu'elles recommandent ou voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, petit teasing, hein, comme ça tu pourras te préparer parce que tu auras la même question à la fin. Et donc parmi ces ressources, ces personnes, il y avait toi, Léa, que je ne connaissais pas. Et donc, elle m'a partagé ton compte Instagram, elle nous a partagé dans l'épisode ton compte Instagram ainsi que ton podcast. Et voyant le sujet que tu abordais dans ton univers, justement, ça m'a bien plu et ça m'a rendue très curieuse. Et donc, voilà pourquoi maintenant tu es là, parmi nous. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, parce qu'effectivement, on ne se connaissait pas il y a ne serait-ce que 2 semaines. Alors, pour continuer et avant de partir sur le sujet du bonheur, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus qui tu es, partager un petit peu ton univers de la manière dont tu le souhaites? Avec plaisir. Écoute, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. J'habite dans le sud-ouest, dans les Landes. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, donc c'est l'occasion d'en parler. Je suis coach bien-être. J'ai fondé mon compte Instagram Gratitude et Bonheur il y a un petit peu plus d'1 an, même plus d'1 an. Ça fait 1 an et demi, en mai 2021. Et désormais, j'aide les humains à être heureux. Voilà. Waouh, quelle mission! Il y a du pain sur la planche, je vous le dis. Et oui. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, à part aider les personnes à être heureuses? Vivre. Ça, c'est bien. J'aime être en vie. Ouais, je pense que c'est ma plus belle victoire. Bon, on en parlera un petit peu après. Pour les gens qui me connaissent, ils savent un petit peu d'où je viens, etc. Mais apprécier ma vie et apprécier d'être en vie chaque jour, c'est vraiment ma plus belle victoire. On va en parler tout de suite, hein. Peux-tu nous raconter un petit peu, du coup, de ce passé qui peut-être t'a amené justement, certainement aujourd'hui, à vouloir vivre tout simplement, et en même temps, c'est tellement compliqué de juste vivre et de profiter de sa vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire? J'ai grandi dans une famille un petit peu particulière, je dirais comme beaucoup d'enfants. J'ai grandi dans la violence physique et mentale avec mes frères. C'était très, très, très compliqué. C'était vraiment pas rigolo tous les jours. Et j'ai fini par partir de cet endroit à mes 17 ans. Je suis partie, j'ai quitté la maison quand j'étais encore au lycée. Finalement, j'ai pris un petit job. Je me suis pris une colocation et je suis partie, quoi. J'ai juste fui. J'ai pris la fuite. La meuf s'est barrée. Et j'ai commencé à cheminer vers mon bonheur à ce moment-là. Parce qu'on peut dire qu'à peu près mon bonheur se résumait à me barrer de chez moi il y a quelques années. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au développement personnel, etc. Parce que j'avais énormément de difficultés dans ma vie, à commencer par la relation que j'entretenais avec moi-même, avec les personnes autour de moi, avec mon image de la vie qui pour moi était très terne, quoi. Je me disais mais c'est pas possible, genre je suis venue au monde pour ça, mais c'est de la merde. Pourquoi moi? Pourquoi? Ouais. Et donc du coup, donc ça s'est passé, c'était assez jeune quand tu as commencé à te plonger, comme tu dis, dans le développement personnel, dans la recherche de ton bonheur. C'était il y a 11 ans à peu près, si je me trompe pas. Ouais. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu ce chemin vers le bonheur, parce que là, j'ai l'impression que de ce que tu dis, le bonheur, finalement, ce serait fuir le malheur, parce que tu as dit j'ai fui là où j'étais pour rechercher le bonheur.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as fui jusqu'à maintenant? En fait, je dirais que avant mon focus, il était vraiment, j'étais vraiment focalisée totalement sur le fait de partir, tu vois, de quitter vraiment l'environnement toxique sur lequel j'étais, etc. Donc mon objectif premier, c'était vraiment ça. Et je ne pensais qu'à ça, vraiment en permanence, même quand j'étais à l'école, etc. Tu sais, quand ça va pas chez toi, tu vas avoir tendance à rester plus tard, traîner, etc. Parce que tu veux pas rentrer chez toi, tellement tu te sens mal, tellement c'est horrible d'être là-bas. Donc mon objectif, c'était vraiment de partir. Et une fois que je l'ai fait, je dirais qu'il y a eu un laps de temps où j'étais tellement euphorique d'être partie que j'ai pas vraiment eu conscience de toutes les difficultés que j'allais traverser par la suite. Parce que déjà, je travaillais beaucoup. Je travaillais avant d'aller au lycée. Après, j'enchaînais avec ma journée de cours. Après, je retravaillais après le lycée. Et après, je rentrais chez moi. Enfin, je rentrais tard, etc. Enfin, tu sais, des fois, t'es tellement dans le jus, t'as même pas le temps de penser, tu vois. Et quand ça a commencé un petit peu à ralentir, je dirais que quand j'ai vraiment commencé à réaliser que j'étais partie, que j'étais vraiment contente, tu vois, de rentrer chez moi, même si j'étais fatiguée, etc., j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il y avait autour de moi et qui était finalement aussi toxique que quand j'étais chez moi. Mes relations amicales étaient merdiques. Je traînais avec des gens qui vraiment ne me faisaient pas de bien. Je me dévalorisais, tu vois, je me respectais pas, etc. Et du coup, j'ai vraiment commencé à prendre conscience à ce moment-là que j'avais énormément de difficultés dont je n'avais pas forcément conscience avant, si tu veux. Parce que c'était des choses à laquelle je me raccrochais. J'étais contente d'avoir des amis à l'époque, etc. C'était un petit peu mon échappatoire, mon exutoire. Et quand j'ai plus toute cette difficulté que j'avais chez moi, je me suis vraiment rendu compte que finalement, je cherche le mot. Je dirais pas j'avais du boulot pour encore me sentir bien dans ma vie, parce que j'aime pas ce terme de travail, si tu veux. J'aime pas le terme travailler sur soi. J'aime pas ça. Je trouve ça fait dur la peur. C'est pas un travail d'aller bien dans sa vie. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, parce qu'il y a vraiment une connotation du travail, comme si c'était quelque chose de difficile, etc. C'est un accomplissement. C'est pas du travail pour moi. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais vraiment des steps à passer pour vraiment apprendre à m'aimer et apprendre à me créer une vie dans laquelle je suis vraiment bien. Moi j'ai une question qui me vient, c'est comment tu fais toi pour savoir que tu te sens bien vraiment? Parce que des fois on est tellement dans le tourbillon de la vie, comme tu le disais, dans les choses qui s'enchaînent, déjà on prend pas forcément le temps de s'arrêter, de faire pause sur sa vie, mais parfois aussi c'est compliqué de se dire est-ce que je me sens vraiment bien, parce que tout de suite il y a le cerveau qui vient analyser. Peut-être que émotionnellement on se sent pas très très bien, mais tout de suite le cerveau se dit oui mais regarde, il n'y a pas de raison que tu te sens pas bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors peut-être que pour autant on se sent vraiment pas très très bien en soi. Toi, comment tu fais pour savoir où est ton curseur et si tu te sens vraiment bien, si aujourd'hui tu as vraiment une vie qui te plaît et dans laquelle tu es heureuse? Je dirais que c'est le plaisir que je prends à me lever chaque matin, même quand tout ne va pas forcément bien. Et c'est là toute la nuance. J'ai appris à vivre en harmonie avec les phases de la vie, parce qu'on n'est pas toujours bien dans sa vie. C'est carrément utopique de penser que tu vas kiffer ta vie tous les jours et être pleinement heureux chaque instant de ta vie. Et j'ai vraiment fait la paix avec ça, parce que j'étais partie, si tu veux, au début de mon cheminement, vers une course frénétique du bonheur, tu vois. Et je ne sais plus qui disait ça, mais plus tu cherches le bonheur, plus tu le fuis, parce que tu remets toujours à plus tard et sous condition ton bien-être actuel. Tu vois. Et je pense qu'on peut toujours se poser la question à qu'est-ce qui me fait du bien là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Sans analyser tout ce qui est autour de soi, tu vois, juste se dire qu'est-ce qui là me ferait du bien. Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est écouter ma musique préférée? Est-ce que c'est jouer avec mon chien? Est-ce que c'est cuisiner mon plat préféré, tu vois? On cherche toujours un petit peu à compliquer les choses, alors que finalement c'est vraiment revenir dans l'instant et se poser et vraiment juste être avec soi et se demander ce dont on a besoin, tu vois. Moi, des fois, j'ai juste besoin de me foutre en boule sous mon plaid et regarder un film, et ça me fait du bien. Le bonheur, il peut être, il peut, et je pense que même il devrait être très très simple au final, parce qu'il est c'est beaucoup plus facile d'atteindre un sentiment de bonheur, de plénitude quand c'est simple. Parce qu'effectivement, s'il faut gagner 1 million d'euros et rouler en Lamborghini, c'est compliqué d'être heureux. Puis en plus, notre impact va être assez important. Mais c'est drôle parce que, enfin, c'est pas drôle du tout, mais je pense qu'inconsciemment, c'est en relation. Mais moi, j'aime bien, j'ai pris le pli depuis quelques mois maintenant d'écrire un petit peu mes pensées le matin. Et encore, au départ,
j'aime bien, je relativise parce que au départ, je m'étais mis cette discipline parce que toute chose nouvelle est toujours un petit peu compliquée à maintenir dans le temps, et pour savoir si quelque chose nous convient, il faut pour moi avoir une certaine discipline pour pouvoir ensuite, au-delà d'une certain nombre de jours ou semaines d'expérience, se dire ok, ça me fait du bien ou pas, et puis passer à autre chose. Et donc maintenant, je me prends plus la tête. C'est-à-dire que j'écris mes pensées quand je sens que j'en ai envie, besoin, quand j'ai le temps, quand j'ai envie de prendre le temps pour le faire. Bref, c'est juste pour remettre un petit peu de nuance sur ces fameuses choses bien-être et bonheur. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir, je pense, relativiser, se lâcher la grappe et pas être toujours à la course frénétique du bonheur, du bien-être, du healthy lifestyle, etc., qui au contraire nous engendre derrière plus de prise de tête qu'autre chose. Et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce matin, avant notre enregistrement, j'avais envie d'écrire ces pensées avec mon petit café. Et du coup, je me sentais bien. En fait, je me suis dit comment je me sens, et je me sentais bien aujourd'hui. Et je repensais à la journée d'hier. Donc là, on est lundi, donc c'était dimanche. Et j'ai une journée où j'étais à 2000 à l'heure. Franchement, j'ai pas arrêté, mais j'ai fait plein de choses à mon propre rythme, et je me suis sentie, en fait, à la fin, je me suis posé la question, mais pourquoi tu te sens si bien ? C'est parce que je me suis sentie accomplie, j'ai eu l'impression d'avoir accompli des choses, mais alors quand je reprends et je retrace ma journée, il y avait rien d'extraordinaire. À savoir, j'ai pris le temps de ranger mon chez-moi, mon intérieur, faire mon ménage avec un bon podcast dans les oreilles. J'ai pris le temps de mettre en place cette bâche pour créer ma serre. Ça fait 3 semaines que je procrastine dessus, et là, il faisait beau, je l'ai fait. Donc, j'ai ma serre qui commence à être en place, à me donner l'envie et l'entrain de continuer à l'aménager. J'ai pris le temps de me faire un bon porridge devant le feu de cheminée. J'ai pris le temps de tondre ma pelouse avec ma tondeuse manuelle. J'ai pris le temps de regarder une vidéo sur YouTube. Enfin, voilà. J'ai pris le temps de faire plein de choses. J'ai pris le temps de faire un bon dîner pour le soir qui était vraiment super bon, et c'était super simple. Et en fait, c'est juste que je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais super bien. J'avais fait que des choses ultra simples, mais en prenant le temps de les faire et d'en prendre conscience. Et c'est tout, en fait. Tout simplement, j'ai pas fait d'expérience extraordinaire. J'ai pas fait un saut en parachute. Voilà. Et je me permettais de partager cette expérience parce que ça revient, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais. C'est-à-dire, effectivement, il y a des choses des fois simples. C'est encore faut-il faire un arrêt sur image et souvent se demander ce dont on a envie et besoin là, maintenant, en fait. Ouais, c'est exactement ça, et c'est à peu près par là que commencent tous mes coachings, parce que on ne réalise pas ce qu'on fait pour soi. Je veux dire, la première étape, c'est vraiment de s'arrêter et de regarder ce que tu fais vraiment dans tes journées. Ça peut paraître complètement con, mais alors déjà, tout ne tourne pas autour de la confiance en soi. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais la base déjà, c'est de bien dormir, c'est de bien boire, c'est de bien manger, c'est se foutre la paix. Voilà, ça commence par là. C'est juste ça. Et prendre soin de toi, ça va être prendre ta douche, te brosser les dents, prendre soin de ton intérieur, cuisiner. Enfin, c'est tout simple, en fait. Et ça, les besoins fondamentaux. C'est exactement ça. On a besoin de ça. Et si tu remets pas de la conscience là-dessus, tu peux pas réaliser tout ce que tu fais dans ta journée, parce que tout le monde fait ça, tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas une journée où tu fais pas ça. Et du coup, c'est vraiment redevenir pleinement acteur de sa vie. Tu te places en spectateur finalement pour devenir pleinement acteur, en te disant ok, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, mais en fait j'ai quand même fait plein de trucs. C'est pareil quand tu vas au travail, même si t'aimes pas ton travail. Pourquoi est-ce que tu vas au travail ? Parce que c'est pour subvenir à tes besoins. Donc c'est aussi une manière de prendre soin de toi. Tu vois, c'est pas tout ce qu'on fait, c'est tellement plus vaste quand on prend le temps de le regarder avec un petit peu de distance et d'amour, parce que on ne fait jamais rien pour rien. Finalement, si je comprends bien pour le moment, c'est que la première clé du bonheur, c'est pas tant de changer les choses que l'on fait, mais c'est juste de faire un pas en arrière et de prendre conscience de tout ce que l'on fait et de les réaliser avec un peu plus effectivement de conscience, et se poser la question s'il y a du sens derrière ces choses-là, parce qu'effectivement, parmi peut-être toutes ces choses que l'on fait dans notre vie, peut-être qu'il y a des choses, finalement, il y a plus de sens. Il y en avait avant, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et peut-être qu'effectivement, ce sont des choses qui nous alourdissent, qui nous freinent et qui nous empêchent encore plus de prendre conscience du reste des autres choses qui, elles, pour le coup, ont encore du sens et peuvent encore nous créer cette
sentiment de bonheur et de plénitude. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as tout dit. Alors attends, parce que je vais retrouver mes petites questions, parce que là on est parti en sucette, comme on a voilà, mais c'est super intéressant. Voilà, donc du coup, pour revenir un petit peu sur les petites questions, on a déjà un peu parlé, mais peut-être pour remettre un petit peu de cadre, tu nous as parlé, donc on sent bien que il y a vraiment un cheminement dans ta vie, il y a un avant, il y a un après, il y a un maintenant. Est-ce que si on revient un petit peu en arrière, tu te rappelles de la définition du bonheur que tu avais il y a quelques années, avant que tu nous repartages celle que tu as maintenant? Je sais pas, je ne me rappelle pas très bien. Ce que je sais, c'est que j'avais pas du tout les mêmes objectifs de vie qu'aujourd'hui. Et pour moi, de toute façon, le bonheur, il évolue. T'es pas heureux de la même façon à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est complètement utopique, j'adore ce mot, utopique, de penser qu'on sera heureux de la même manière toute notre vie, tu vois. Donc, je pense que mon bonheur aujourd'hui est même différent de moi il y a 6 mois, tu vois. Parce que je me donne le droit d'évoluer, je me donne le droit de changer. Et avant, c'était pas vraiment le cas. J'avais vraiment cette résistance. Je pensais qu'il fallait que les choses restent un petit peu telles qu'elles sont. Donc, que ce soit aussi au niveau de mon cercle proche, tu vois. Je pensais que quand tu avais partagé des choses fortes avec quelqu'un, il devait forcément rester dans ta vie jusqu'à la fin, etc., tu vois. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et si on pouvait donner si je pouvais donner une définition du bonheur il y a quelques années, ça aurait été peut-être ça. Peut-être garder un... je sais pas comment le tourner pour que ce soit français. Dans ma tête, c'est très clair. Je pense qu'il y a quelques années, j'essayais de garder les mêmes bases que j'avais quand je suis partie de chez moi. C'est-à-dire, tu vois, les mêmes personnes, les mêmes habitudes, etc. Parce que ça avait un côté rassurant. Et pour moi, c'était ça le bonheur à cette époque-là. C'était tout faire pour garder ce que j'avais. Pour te sentir en sécurité, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité, de garder un petit peu des repères, parce que j'avais un petit peu envoyé tout valser, entre guillemets. Enfin, tu te rends compte, t'es toute seule à 17 ans, t'as plus aucun repère, quoi. Et c'était assez perturbant. Et je pense que pour moi, le bonheur à cette époque-là, c'était vraiment essayer de garder au moins l'extérieur, tout ce qui était extérieur à ma petite vie personnelle chez moi, entre guillemets, comme base d'équilibre, si tu veux. Mais je sais pas si c'est très clair. Si, mais c'est ce qui est logique, effectivement. Enfin, c'est toujours un petit peu dangereux et ça fait peur de complètement tout changer, tout bouleverser dans sa vie. Et je pense qu'aussi, faut revenir à nos besoins fondamentaux, qui est la notion de sécurité. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus tout changer dans notre vie. Et ça vaut pour, d'ailleurs, plein de choses. Il y a des personnes qui, des fois, se sentent vraiment... des fois même proches du burn-out parce qu'elles changent de lieu géographique, elles changent de partenaire, elles changent de travail, elles changent de mode de vie. Et après, elles se posent la question, mais pourtant, je sais que c'est pour du mieux, mais pourtant là, je me sens mal. Mais en fait, c'est aussi compréhensible. Ouais. Tout bouleverser, c'est affolant en fait. On sait pas où aller. On a besoin de garder un référentiel qui va évoluer au fur et à mesure, mais comme une corde de sécurité à laquelle on se rattache, même si on est en train de gravir une montagne, une falaise. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et paradoxalement, c'est quand j'ai laissé éclater cette vision-là, quand j'ai accepté de laisser partir ce qui finalement était mon encre à ce moment-là, que j'ai vraiment commencé à me sentir vraiment mieux dans ma vie, tu vois, sur un petit peu tous les plans. C'est pour ça que je voulais partager ça, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est assez, on pourrait dire que c'est contradictoire, tu vois, c'est quelque chose qui pour moi était la sécurité et le bonheur, et c'est finalement quand j'ai laissé partir ça que je me suis véritablement sentie mieux dans ma vie. J'ai vraiment senti un très grand changement en moi à ce moment-là. Tu as senti un peu une éclosion? Oui, on peut dire ça. Je pense que j'ai vraiment bien choisi mon nom de podcast. Ou mes invités, ou les deux. Peut-être. Alors, donc, en fait, à la fois, il est important de garder un mini référentiel pour se sentir en sécurité, et en même temps, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut savoir aussi chanter ce référentiel, le bouleverser également, pour peut-être se révéler. Alors, comment tu pourrais nuancer la chose? Peut-être que tu as bouleversé ce référentiel, ce qui était pour toi la sécurité, à un moment donné, ou peut-être que tu avais mis en sécurité une autre facette de ta vie, peut-être, et du coup, tu as juste
changer de combat, en fait. Exactement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me sentir bien seule, j'ai commencé vraiment à faire la paix avec moi. C'est-à-dire que j'avais trouvé mon propre équilibre, tu vois, je gagnais mon propre argent. Alors même si ça avait beau être 600 € par mois, il y a des jours où je mangeais pas tous les jours, mais ça m'a pas empêché d'être bien dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à changer un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, parce que je sentais que ça commençait à empiéter sur ma propre sécurité personnelle. Parce que si tu veux, j'avais découvert, on peut dire le mot découvert, que je m'auto-suffisais, que j'étais capable de subvenir à mes besoins. Tu vois, on en revient un petit peu aux bases, tu vois, aux fondamentaux, subvenir à ses besoins, pouvoir se payer un logement, pouvoir manger, etc. Et du coup, je me suis donné l'autorisation de faire du ménage dans le reste, entre guillemets. Si on peut dire faire le ménage, c'est surtout que c'était des choses qui commençaient à me vider de mon énergie, si tu veux. Je travaillais énormément, je partais très tôt, je rentrais tard. Je n'avais plus la disponibilité que j'avais auparavant quand j'étais chez mon père, parce que j'avais une vie d'adulte, entre guillemets, si tu veux. J'avais pas du tout les mêmes activités que les jeunes de mon âge. Je sortais pas forcément tout le temps, etc. Enfin, moi, après, il y en a qui restaient après le lycée et compagnie. Moi, je pouvais plus rester. Je pouvais pas non plus aller aux soirées, etc. parce que je faisais des babysitting. Donc, si tu veux, il y a déjà un fossé qui s'est creusé. Et mes difficultés n'étaient plus les mêmes non plus. Et du coup, il y a une espèce de décalage qui s'est créé parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes intérêts, etc. Et je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Si, alors monsieur, je reprends ma question. Je te demandais comment tu avais basculé entre... Tu voulais garder un... Ah oui, comment j'ai fait le ménage. Oui. Tu avais sécurisé autre chose, donc tu avais sécurisé le fait de devenir un peu plus indépendante et tu t'autosuffisais, donc tu as pu en gros t'occuper d'autre chose derrière. Donc voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. On est... ça se remet en marche. Une oreille active. Oui, carrément. Donc, je n'étais plus disponible, je n'avais plus l'énergie et je n'étais pas non plus disponible émotionnellement pour tout ça parce que mon focus était vraiment centré sur moi. Tu vois, c'est vraiment une période où je me suis concentrée sur moi, etc. Et du coup, j'ai fini par couper une partie de ma vie avec les autres parce que c'était devenu vital, vraiment vital. Je n'étais plus du tout disponible pour ça, je n'avais plus le temps pour ça. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à le faire parce que tu as raison, j'ai commencé à me sécuriser moi-même, à m'auto-suffire sur presque tous les plans de ma vie. Et du coup, j'ai pu, à cette époque-là, changer ce qui pour moi était essentiel avant et qui finalement ne l'était plus autant. Alors, petit aparté, aujourd'hui, tu as donc créé ton compte Instagram Gratitude et Bonheur et tu es coach du bonheur même. Qu'est-ce que tu faisais juste avant, et comment tu es devenue et tu fais ce que tu fais maintenant? Quel a été le pont, le lien? Le pont, oui. Le viaduc, je sais pas. C'est ça. C'est ça, il y a quand même un fossé, les gars, il y a un canyon là. Donc je faisais des babysitting, etc. Bref, j'enchaînais plein de petits boulots. Après, je suis partie en fac de droit, ça m'a pas plu, etc. Et j'ai toujours travaillé, si tu veux, parce que j'avais pas le choix. De toute façon, je devais subvenir à mes besoins. Et de fil en aiguille, j'ai fini par tomber dans le secrétariat. Puis après, je suis partie en médecine du travail, etc. en tant qu'assistante. Et j'ai adoré. Mais alors, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je faisais 8h-17h, mes collègues étaient sympas, j'avais un bon salaire sans faire 15 métiers différents. Alors autant te dire que pour moi, c'était le Graal. Donc je suis restée là-bas plusieurs années. Et petit à petit, j'ai eu envie... j'ai continué à me transformer à cette époque-là. Il y a plein de choses qui ont continué de changer dans ma vie. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment... Je voulais le faire depuis plusieurs années déjà. Je me suis dit, waouh, putain, mais tu reviens de loin, meuf, en fait. Tu reviens vraiment de loin. Et si tu peux aimer la vie comme tu l'aimes aujourd'hui, tu dois dire à d'autres gens que c'est possible, en fait. Tu dois dire que c'est possible d'aimer sa vie, même quand on part avec des bagages lourds, même quand c'est compliqué, etc. C'est possible d'aimer sa vie et de prendre du plaisir au quotidien. Donc j'ai commencé à me former, j'étais encore salariée en fait. Tout ça j'ai fait quand j'étais salariée. Je me suis formée, j'ai créé mon compte Instagram, c'est pareil, j'étais encore salariée. Je me suis formée en psychologie positive, en PNL. Et puis après, il y a, même si honnêtement, mes plus grandes ressources, c'est ce que j'ai appris au fil des années par moi-même, si tu veux.
C'est pas. J'ai vraiment fait. C'était vraiment le syndrome de l'imposteur basique, en mode qui suis-je pour donner des conseils, qui suis-je pour aider les autres. Meuf, tu sors de nulle part, etc. Et passer mes diplômes, avoir des diplômes à la fin, je vais pas te mentir, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé dans ma démarche, dans le sens où je me sentais toujours toujours comme un imposteur, quoi. Tu vois, tu te dis qui est-elle? Pour qui elle se prend? Et c'est en commençant à faire ton métier, en accompagnant, que tu as gagné en confiance. Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais c'est comme pour tout le reste. C'est en y allant qu'on prend confiance. Tu fais des boulettes, tu t'apprends sur le tas. Il y a rien de mieux que la pratique, de toute façon. C'est pareil. Tu peux espérer devenir le meilleur coureur du monde. Si à un moment donné tu prends pas tes baskets et tu vas pas courir, il se passera rien, quoi. Tu vois. Ouais, je le vois beaucoup quand je forme les naturopathes en école, et effectivement beaucoup sont avec la peur, mais comment je vais faire, etc. Et ils sont aux portes de la certification, et je leur réponds de toute façon là ce soir vous allez avoir la certification, mais vous allez vous sentir de la même manière demain. mais ça, ouais, ça change pas grand chose. Mais effectivement, derrière, c'est la pratique et la rencontre qui fait gagner en confiance. Et aujourd'hui, tu fais ça donc à temps plein? Pas carrément. J'ai monté mon entreprise l'année dernière. Je l'ai pas montée en 2021. J'ai quitté mon salariat, c'était fin 2021. Après le temps de mettre les choses en place, etc. Parce qu'on a déménagé à ce moment-là. On a quitté la région parisienne avec mon compagnon pour s'installer dans le sud-ouest. Donc il y a eu pas mal de changements, etc. Donc le temps vraiment de tout poser, trouver un logement définitif. Parce que quand on a déménagé, on avait un logement temporaire. Donc tu vois, il y avait le perso qui a pris un petit peu la place. C'est pareil, tu vois, c'est des cycles. Il y a des moments où le pro va prendre plus de place, le perso va prendre plus de place, etc. Donc j'ai vraiment laissé les choses se faire. Tu vois, j'ai pas voulu me précipiter, même si de base j'étais carrément utopique, en pensant que j'allais déménager et lancer ma boîte directe. Fissa, on y va. Pas du tout. La vie en a décidé autrement. Donc j'ai laissé les choses se faire, j'ai arrêté de me foutre la pression par rapport à ça, et j'ai lancé quand j'étais prête. Après, tu vois, j'ai continué à faire les choses de mon côté. Je me suis formée au podcast en ce moment-là. Je me suis formée en newsletter, etc., en mailing, parce que c'est pareil, j'y connaissais rien. Donc ça m'a permis quand même de faire des choses qui aujourd'hui me servent dans mon entreprise, tu vois. Et donc aujourd'hui, ton entreprise, tes différentes activités, c'est la gestion du coup de ton compte Instagram, ta newsletter, le podcast et du coaching. Et le coaching individuel, ouais, c'est ça? Non, je fais du coaching en ligne pour l'instant. Après, j'ai d'autres formats en tête pour cette année. J'aimerais bien, je sais pas si j'en parle, si. Ouais. J'aimerais bien faire des soirées, etc. Tu vois, un petit peu quelque chose de ponctuel, peut-être se retrouver une fois par mois pour faire des soirées méditation, journaling, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore y participer, et je me suis dit pourquoi pas faire les miennes. Donc j'aimerais bien instaurer ce format-là. En plus, ça me permettrait, tu vois, d'être vraiment avec, parce qu'avec mes élèves, etc. On parle beaucoup, on échange, etc. Mais c'est pas pareil que d'être 2 heures en visio avec la personne, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que j'ai envie de recréer un petit peu ce contact visuel, en tout cas. Ok. Alors aujourd'hui, tu es, si j'ai bien compris, avec un partenaire, tu es accompagnée de quelqu'un dans ta vie. Tu as des enfants ou pas? Non, pas du tout, et je n'en veux pas. Ok, d'accord. Moi non plus. Pas pour l'instant en tout cas. Je me pose pas la question pour dans 10 ans, mais pour l'instant. Du coup, alors moi une question qui me vient, c'est que j'ai l'impression, j'ai la sensation, je ressens en t'écoutant que tu as quand même un grand bagage de réflexion sur toi, en fait, sur qui tu es, pour pouvoir justement créer ton propre bonheur. Voilà, beaucoup on va pas reprendre le mot de travail, mais de recherche, d'introspection, centrée sur toi, ce qui est complètement normal. Mais après, tu es maintenant accompagné d'un autre être humain. Oui. Comment gères-tu, comment fais-tu pour continuer à cultiver ce bonheur, le tien et peut-être celui de 2 personnes? Comment s'est passée cette phase? Est-ce que tu as ressenti d'ailleurs, quand tu es passé de célibataire à en couple, un chamboulement ou une phase un peu de basculement où tu as perdu un peu ton bonheur, tu l'as retrouvé après, il a évolué? Enfin, est-ce que tu peux peut-être nous raconter
ce passage-là de je suis seule et j'ai beaucoup justement, on va dire, je reprends quand même le mot travailler parce que j'ai pas encore synonyme de travailler sur moi seule. Et ensuite maintenant on est 2, mais c'est quand même pas pareil quoi. Et puis bon après on parlera pas des enfants parce que c'est pas notre cas, mais il y a aussi le cas quand il y a des enfants. Écoute, ça fait 10 ans que je suis avec mon compagnon. Donc on a cheminé et en fait il m'a beaucoup aidée à guérir mon image du masculin parce que avec l'enfance que j'ai vécue, j'avais une image du masculin, de l'homme très très négative, mais vraiment très négative. Et pour moi, être en couple, ça m'a vraiment mis face à des miroirs, à des choses vraiment intenses que je pense je n'aurais pas pu faire face seule parce que j'étais pas, tu vois, j'étais pas en face tous les jours, etc. C'est vraiment venu me chercher à des niveaux que je ne pouvais pas imaginer. Et je lui dis des fois, je lui dis mais tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça, etc. Et il s'en rend pas compte si tu veux parce que tu te dis pas que tu es en couple pour guérir des choses, mais pour moi être en couple c'est aussi une belle manière de s'observer, d'observer nos comportements, de se dire ok ça vient me piquer, pourquoi est-ce que ça vient me piquer, qu'est-ce qu'il y a de plus profond, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, etc. Et pour moi tu viens vraiment mettre le doigt sur des choses pour lesquelles tu n'aurais pas forcément mis le doigt tout de suite dessus. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait plus d'1 an que j'étais partie de chez moi. Et on a fini par se mettre ensemble, de fil en aiguille. Hein. Et de base, je cherchais pas forcément à me mettre avec quelqu'un, si tu veux. J'ai pris, j'ai mis un peu de distance, parce que justement, j'avais trouvé mon équilibre et j'étais bien comme j'étais. On a fini par se mettre ensemble. On s'est installé assez rapidement ensemble parce que moi, j'habitais déjà seule. Donc forcément, après, tu vois, on est jeunes, on est souvent ensemble, etc. On a fini par, je dirais, au bout de 2 ans, peut-être. Je sais même plus. C'était il y a tellement longtemps maintenant, je sais même plus. On s'est installé assez rapidement et je suis quelqu'un de très solitaire. Ça, je l'ai découvert avec le temps aussi parce que avant, j'étais tellement à la recherche de contacts humains autres que chez moi, etc., que je passais mon temps à sortir, etc. Et je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais extrêmement solitaire et casanière et qu'il n'y avait rien qui me provoquait plus de bonheur que de rester chez moi ou de me balader seule, etc. Parce que j'avais jamais pris le temps de découvrir cette part de moi. Et que je pensais tout le temps qu'il fallait finalement qu'il y ait du monde, que ce soit animé autour de moi, etc. pour me sentir bien, alors que c'était pas du tout le cas en fait. Moi, c'est quelque chose qui me draine énormément d'énergie. Je suis très introvertie. Et mon compagnon n'est pas du tout comme ça. Et c'est important de prendre le temps de savoir comment on fonctionne justement et qui on est. Ça, c'est beaucoup de choses que je vois dans les accompagnements. On sent des personnes qui sont complètement épuisées, éreintées. Et des fois, il ne faut pas aller chercher plus loin que, mais vous savez ce que vous préférez, dans quel univers vous souhaitez, vous préférez évoluer et qu'est-ce qui vous puise de l'énergie et qu'est-ce qui vous en donne. Et en fait, des fois, c'est juste, on ne sait pas qui on est. Et effectivement, des cas comme le tien, mais comme le mien, ce que je me retrouve dans ce que tu dis, un environnement très mouvementé, agité, en permanence, c'est éreintant et très, très compliqué. Oui, carrément. Moi, ça me... Je t'ai coupé. On est là pour discuter. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui me draine énormément d'énergie. Mon compagnon n'est pas comme ça. Et en même temps, on a su trouver un équilibre. Alors, même si c'était pas du tout facile au début, c'est normal, c'est comme toute relation. Chacun respecte vraiment son espace, si tu veux. Il y a moi, il y a lui, et il y a ce qu'on forme en tant que couple. Tu vois, il y a 3 entités pour moi quand c'est un couple. C'est je, tu et nous. Alors c'est vraiment... C'est important, ouais. C'est ça, c'est la base en fait. C'est vraiment apprendre à se respecter et ne pas s'oublier, si tu veux. Et comme j'avais cette image un petit peu du masculin très, très négative, je dirais que ça m'a aidée à prendre de la distance, si tu veux, par rapport à mon couple, parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai pas non plus cherché à remettre un homme dans ma vie. Tu vois, comme la relation avec mon père était très compliquée, je dirais pas qu'elle était compliquée, elle était juste complètement... Elle était un peu brisée, cette relation à cette époque-là, si tu veux. Tu vois, j'étais partie, etc. J'ai coupé les ponts parce que c'était essentiel pour moi. J'aimerais bien dire aussi que c'est pas parce que c'est la famille qu'on est obligé de rester en contact. C'est très important. On la choisit pas, la famille.
Exactement, on choisit pas notre famille sciemment en tout cas. Peut-être que c'est choisi un petit peu avant, mais Oui. mais c'est pas parce que c'est notre famille qu'on est obligé de rester en contact. Et si la relation ne nous fait pas de bien, si c'est quelque chose qui nous draine, qui est compliqué pour nous, on a le droit de couper les ponts. On a vraiment le droit, c'est un droit. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire de ta vie. Il n'y a que toi qui décides. Donc si tu veux couper les ponts avec ta famille, tu coupes les ponts avec ta famille. Je le précise parce qu'autour de moi, à cette époque-là, quand j'ai commencé à couper les ponts avec mon père, etc., j'avais le droit à des remarques du style « Oui, mais c'est ton père quand même. » Tu vois, tu sais, le « quand même ». Tu vois, comme si tu devais quelque chose. Tu vois, c'est quand même, c'est lui qui t'a mis au monde. Voilà. Enfin, c'est même pas lui qui m'a mis au monde, excusez-moi. C'est quand même ma maman qui a fait le plus grand du travail. Donc, comme si, tu vois, il y avait toujours une espèce de dette, tu vois, que tu devais quelque chose à tes parents en permanence, alors que toi, t'as rien choisi. T'as pas choisi de venir au monde. C'est eux qui ont choisi d'avoir un enfant. Donc, c'est important pour moi de le préciser. Mais tu as complètement raison et je te rejoins complètement. Et pour revenir à ma relation avec Kevin, il s'appelle Kevin, mon compagnon. Enchanté, Kevin. Kevin n'est pas là, mais il serait très enchanté de te connaître, Alexandra. Donc je l'avais précisé aussi quand je parle de mon histoire sur mon podcast, mais c'est pareil, tu vois, on n'a pas besoin d'être, entre guillemets, totalement guéri pour être en couple, si tu veux. C'est pas parce qu'on fait face à des blessures, à des challenges, etc., qu'on doit absolument se refuser d'être en relation. Notre partenaire n'est responsable de rien. Il n'est pas responsable de nos blessures, il n'est pas responsable de ce qu'on ressent, etc. C'est à nous de mettre de la distance et de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Sur quoi est-ce que je peux me donner de l'amour? Parce qu'on en revient toujours au même. C'est se donner de l'amour finalement. Quoi qu'il arrive, c'est apprendre à chérir des parts de nous qu'on n'aime pas forcément ou qu'on n'a pas envie de voir, des blessures passées qui refont surface quand on fait face à des challenges et des difficultés en couple. On en revient toujours au même. Vraiment apprendre à se donner de l'amour à soi parce qu'avant d'être un couple, on est une personne. Et faire la dissociation entre les deux, c'est vraiment ce qui m'a aidée au fil du temps. Alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement jaloux. J'étais très... Mais tu vois, c'est des traits de caractère qui se sont... Une fois que j'ai eu confiance en mon compagnon, vraiment pleinement confiance, etc., c'est des choses qui sont apparues au fil du temps. Tu vois, c'était pas quelque chose qui était là au début. Je pense que c'est quand j'ai commencé à m'attacher, etc., à vraiment m'attacher, à remettre un petit peu un homme finalement dans ma vie, que j'ai des comportements que j'avais pas avant qui sont apparus, tu vois. Et c'est super intéressant de s'observer comme ça aussi. Alors au début, rassurez-vous les gars, moi je m'observais pas du tout, j'étais juste très colérique. Et donc il y a donc ton bonheur, il y a son bonheur et il y a votre bonheur que vous avez co-construit. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est apprendre à se construire sans l'autre. Et est-ce que tu pourrais peut-être, pour apporter un peu de concret, sauf si c'est trop intime, nous expliquer un petit peu que signifie finalement aujourd'hui ton bonheur et votre bonheur? Comment trouver l'équilibre, peut-être dans une journée, une semaine, mais des personnes qui sont peut-être uniquement dans le bonheur du couple et qui s'oublient elles, ou comment tu jauges et tu crées cet équilibre-là en fait? Est-ce que c'est à la journée, à la semaine, c'est des activités particulières, c'est... Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Je dirais que l'important, c'est de prévoir toujours du temps pour soi. C'est-à-dire que je fais des activités de mon côté, mon compagnon fait des activités de son côté,
et on fait des activités ensemble. Alors quand je dis activité, c'est pas forcément, on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément faire du... Ouais, voilà, c'est pas forcément du ski nautique, tu vois. Sans parachute. Tu prends le temps de regarder une série ensemble, c'est une activité ensemble. Tu vois, on est devant la télé, on se câline, machin, il y a les animaux autour de nous, voilà, on kiffe notre vie. Et en même temps, il fait son sport de son côté, moi, je fais des activités du mien. C'est plutôt prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce qui nous convient sur l'instant, parce que c'est pareil, on est cyclique, tu vois. Moi, il y a des périodes où j'ai besoin d'être plus seule qu'à d'autres. Donc, c'est vraiment juste de la communication. Dire, OK, bah là, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu veux que je vienne ? Bah, j'aimerais bien y aller toute seule, etc. Ça me ferait du bien, tu vois. C'est vraiment juste apprendre à communiquer. Mais on peut communiquer que si on apprend à regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi, tu vois. Tu peux pas exprimer tes réels besoins si toi-même, t'es pas capable de les reconnaître de base. Donc, on en revient toujours à soi. C'est très égocentré, mais c'est vrai, on en revient toujours à soi parce que c'est vraiment en s'observant et en apprenant à se connaître qu'on peut vraiment avoir des relations qui après sont épanouissantes. Et c'est par là aussi que je commence toujours en coaching, tu vois. Tu peux pas me dire oui, mais là ma relation elle va pas, etc. Ok, mais t'en es où avec toi-même ? Qu'est-ce que tu fais pour toi ? On en revient toujours à la même chose, à soi. Donc c'est vraiment juste de l'observation et apprendre à s'écouter. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Léa, c'est moi. C'est toi. J'ai remarqué, je sais plus sur ton site ou ton compte Instagram, une punchline qui est « Je t'aide à créer ton bonheur parce que tu vis pour kiffer, bordel !» Oui, t'es pas ici pour souffrir, ok ? J'ai bien aimé, j'ai adoré. Donc j'ai fait attention aux mots que tu as choisis, à part kiffer et bordel, mais tu parles de ton bonheur et non pas d'un bonheur ou du bonheur. On voit souvent le bonheur. Donc ça voudrait dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, qu'il y a donc un bonheur pour chaque personne, un bonheur qui est bien unique et spécifique, qui n'est pas standard et qui n'est pas forcément non plus comparable à d'autres personnes, ni toujours instagrammable. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et on revient sur ce qu'on disait au début de notre échange sur le côté et des choses qui sont simples. Et les choses qui sont simples, forcément, c'est pas toujours instagrammable. Effectivement, un bon bol de soupe avec des croûtons à l'ail servis dans l'assiette de mémé, c'est pas toujours très très joli, mais alors c'est quand même super bon. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que la soupe vient de Picard. Voilà. Mais attention aux ingrédients quand même qu'il y a dedans, parce que des fois, faut mettre des bonnes choses dans son corps pour prendre du plaisir. Mais oui, voilà. Du coup, pour terminer un peu et clôturer notre échange, et pour résumer un petit peu, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager quelles sont les différentes clés du bonheur, peut-être des clés que tu as dans ta vie ou des choses que tu as pu percevoir chez les personnes que tu as accompagnées? Alors, la première clé, et qui pour moi est indispensable, c'est apprendre à regarder tout ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que, tu vois, je peux te parler de mon enfance difficile, et je peux te dire aussi ce que j'avais. J'avais quand même un toit sur la tête, j'avais quand même à manger, j'étais quand même avec mes frères. Tu vois, quand on prend du recul et qu'on prend le temps de regarder ce qu'il y avait aussi de bien, parce qu'on a vraiment tendance à se focaliser que sur ce qui ne va pas, il y a eu aussi des belles choses. Je suis quand même partie en vacances, j'ai quand même des souvenirs heureux. J'étais très contente de regarder Une nounou d'enfer après le dîner du soir. C'est pas mal quand même. C'était génial. Moi, j'aimais bien Samantha, la sorcière. Ah ouais. Avec le petit nez. Incroyable. Je le ferai pas, mais elle veut mieux que moi. J'ai le nez pointu, mais j'y arrive pas. Je me suis beaucoup entraînée, mais ça passe pas. Donc ça commence vraiment par là. Apprendre avant de vouloir changer quoi que ce soit, apprendre à voir le beau dans sa vie. Qu'est-ce qui est de bien dans ma vie ? Bon, si je te dis que pour prendre ta douche, tu dois aller au puits ou au ruisseau pour aller chercher de l'eau, déjà c'est un peu chiant, quoi. Donc, tu peux déjà avoir de la gratitude pour avoir le courant de chez toi. Est-ce que tu dors dans un lit douillet ou est-ce que tu dors à même le sol par terre dans la rue ? Bon, voilà, tu peux avoir de la gratitude pour avoir un lit, pour pouvoir porter des vêtements chauds, pour manger à ta faim, etc. C'est vraiment déjà apprendre à mettre un regard, non pas pour s'observer, mais juste pour regarder tout ce qu'on a déjà. Tu vois, avant de dire, il me manque ça, oui, mais si j'avais ça, si je serais mieux, etc. Et pour moi, l'abondance, elle vient vraiment de là. C'est quand tu prends vraiment le temps de regarder tout ce que tu as.
Et c'est ouf. Vraiment, juste quand tu prends le temps d'observer tout ce que tu as, c'est ouf. Alors, ça peut être un exercice qui n'est pas vraiment facile, surtout quand on n'a pas l'habitude. C'est comme le reste, c'est avec la pratique. Plus tu pratiques, plus c'est facile. Donc, commence petit. Tu arrives à trouver une chose dans ta journée pour laquelle tu as de la gratitude. Puis, le lendemain, 2, puis 3. Et puis, petit à petit, tu prendras l'habitude de voir ce qu'il y a de beau et tout te paraîtra ouf. Même cette fleur à côté de l'arrêt de bus. Pas compliqué. Non, mais c'est ça. Je dirais donc de commencer par là. Et tu noteras que mon entreprise s'appelle Gratitude et Bonheur. Donc, on commence quand même par la base, la gratitude. Mais c'est vrai parce que, en fait, encore une fois, on revient sur faire cet arrêt sur image, mais on parle souvent de la quête du bonheur et on est toujours en quête on est toujours à la recherche de la chose qui nous manque, que ce soit un objet, une relation, une activité ou peu importe. Et en fait, du coup, on est toujours dans ce manque qu'on souhaite combler. Et on n'arrive jamais à... Enfin, je dis ça, peut-être que je parle un peu trop généralement, mais c'est plus compliqué, j'ai l'impression, pour l'être humain de se poser, de juste se dire, ok, j'ai ça, et en fait, ça va rester comme ça, c'est déjà très très bien comme ça, et c'est ça mon bonheur, en fait, point. J'ai pas besoin d'aller plus loin, en fait. Peut-être que si, mais peut-être que pas, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Toujours vouloir plus. Alors après, on est un petit peu matrixé, ça va être soit par notre éducation, par les croyances de nos proches, etc., comme s'il nous manquait toujours quelque chose, tu vois. Déjà, quand t'es à l'école, on te dit il te faut un diplôme, il te faut un bon travail, sinon ta vie ne sera que misère. Alors que c'est pas le cas, tu vois. Tu peux très bien avoir un job alimentaire et kiffer ta vie. C'est pas, tu vois, c'est pas deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. C'est pas parce que t'es pas ultra passionné par ton travail que tu vas pas kiffer ta vie. Moi, j'ai fait plein de jobs alimentaires, etc. J'étais quand même heureuse dans ma vie, tu vois. C'est pareil. Ça, c'est super important. Mais oui, ce que tu dis. C'est parce que la base. Franchement, j'ai bien choisi mon invité, franchement. Parce que c'est vrai que on a tendance à vouloir être à la recherche et à cette quête du bonheur dans toutes les sphères de notre vie. Et il faut qu'on coche toutes les cases dans toutes les sphères de notre vie. Il faut qu'on ait la bonne note, tu sais, partout. C'est ça. Dans le couple, le bon élève. Pour soi, pour le travail. Voilà. Et il faut que l'environnement soit ouf. Voilà. Il faut que tout soit au top. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, des fois, alors je dis pas que c'est pas bien de faire ça, mais ça peut être épuisant et c'est pas forcément toujours possible. Et du coup, comme c'est pas toujours possible, du coup, on est malheureux. Alors que ça se trouve, on peut très bien avoir effectivement pas le travail qui nous épanouit incroyablement. C'est pas forcément un travail avec plein de sens comme on cherche beaucoup, une mission de vie. La mission de vie. Alors ce mot, je n'en peux plus. Juste ailleurs, en fait. Mais ouais, parce qu'elle est quand même hyper culpabilisante et elle met beaucoup de pression parce que la mission de vie, je pense qu'elle est, comme tu le disais, elle est de vivre déjà et de kiffer sa vie, bordel. Tu as résumé le premier module de ma formation. Merde. Mes secrets dévoilés. Si tu veux, je peux le co-animer avec toi. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on peut très bien avoir effectivement une partie de sa vie où on a potentiellement le travail, ça peut être alimentaire, et en fait, on aime le travail, mais comme tu disais tout à l'heure, on l'aime parce que il nous prend peut-être, je sais pas moi, peut-être c'est 4 heures par jour, parce qu'on a besoin que de ce 4 heures par jour pour subvenir financièrement à nos besoins très simples à côté, et ce qui fait qu'on a le temps pour faire d'autres choses, et que dans la globalité, en fait, on est complètement épanoui, équilibré et heureuse. C'est ça. Il y a tellement de critères. Tu peux apprécier ton travail parce qu'il est juste, il est proche de chez toi. Du coup, tu mets pas trop de temps pour y aller. Parce que tu vas à pied et tu humes la forêt quand tu y vas. Mais c'est tellement ça. C'est pas parce que c'est pas ultra passionnant, parce que c'est pas ta passion ou ton hobby, ou parce que t'es pas entrepreneur, parce que être entrepreneur c'est vachement à la mode maintenant. Tu peux être salarié et très heureux dans ta vie, tu vois. C'est pas encore deux choses indissociables. T'es pas obligé de monter ta boîte pour kiffer ta vie. C'est pas parce que tu gères entre guillemets pas ton temps comme tu veux, parce que c'est vraiment le critère qui revient le plus. Quand tu as des gens qui passent à l'entrepreneuriat, on va y arriver, je vais mettre les lettres dans le bon ordre. C'est vraiment être libre de son temps, etc. Mais c'est pas parce que t'as un cadre salarié avec des horaires fixes que t'es pas libre de ton temps. Tu fais ce que tu veux avant, tu fais ce que tu veux après, même sur ta pause déj, tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est pas... Le travail, c'est ce qui revient le plus dans le mal-être des personnes avec qui je travaille, etc. Ou même juste dans mes sondages Instagram. C'est en mode je serai mieux quand j'aurai tel travail, ou quand j'aurai ceci, ou quand j'aurai cela, ou quand je serai plus ceci, ou quand je serai moins cela. Et c'est vraiment, tu vas toujours remettre son bien-être et son bonheur sous condition, tu vois.
et toujours pour plus tard, tu vois. C'est jamais maintenant. C'est quand j'aurai ci ou quand je serai ça. Mais parce que je pense que peut-être l'une des raisons, c'est pas forcément l'unique, c'est qu'effectivement, dans notre société actuelle, on vit pour travailler et non pas on travaille pour vivre. Dans le sens où on passe beaucoup de temps au travail et effectivement, si ça nous plaît pas vraiment tant que ça, si on se sent pas utile, des choses, enfin bref, ça ne répond pas à certains de nos besoins très personnels, et ben on a envie de complètement changer ce travail-là. Peut-être que moi, je sais qu'avec ma vision, pour le coup, j'ai fait de la reconversion professionnelle, je suis maintenant à mon compte, etc. Mais à plusieurs reprises, je me suis posé la question de est-ce que je reprends pas une activité salariée, mais de manière complètement autre qu'avant et pas avec la même vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais reprendre une activité salariale, ce serait clairement pas un plein temps. Parce que je me repose la question de qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui financièrement pour vivre la vie qui m'épanouit et qui n'est pas du tout celle d'avant, qui est beaucoup plus simple, qui demande beaucoup moins de ressources également. Par contre, qui me demande du ressource temps, parce que le potager, avec ça, le faire du feu, ça, et couper du bois, ça prend plus de temps que d'allumer une chaudière. Mais ça m'épanouit. Mais ce qui fait que financièrement, derrière, j'ai besoin de moi aussi. Donc, j'ai pas besoin de passer autant de temps dans un travail. Et que, donc, je pense qu'il y a aussi cette notion peut-être de temps passé. On a l'impression qu'on s'use au travail parce qu'on fait effectivement peut-être du 8 heures par jour et qu'après, on enchaîne d'autres tâches qui nous usent également et que du coup, on n'a plus ce temps pour soi, comme on le mentionnait juste avant, pour aussi, ne serait-ce que... on n'a plus le temps de prendre conscience des choses qui nous rendent heureuses parce qu'on se sent bouffé par le reste. Donc peut-être des fois c'est pas changer la nature des activités que l'on fait, comme par exemple le travail, mais c'est peut-être remettre un peu la bonne place aux choses en termes aussi de quantité que ça nous prend dans la journée, quoi. Ouais, carrément. Puis on n'est pas un travail, hein. On est des êtres humains, donc on n'est pas défini que par notre travail. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, alors quand je faisais des petits jobs, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé. C'était tous les travails sont utiles. On a besoin de livreurs, on a besoin de facteurs, on a besoin de vendeurs. Moi, j'adore ma petite vendeuse à la boulangerie. Quel serait mon monde sans mon boulanger? Tu vois, et ce boulanger, il a besoin de quelqu'un qui lui livre la farine, il a besoin d'un mec qui fabrique, qui construit des camions, il a besoin d'un mec qui achemine l'essence, etc. Tu vois. Et quand tu prends un petit peu cette grande perspective, tu te dis, mais on se sert tous les uns les autres. Tous les métiers sont utiles, il n'y a pas de sous-métier. Ça, c'est une notion qui m'a aidée. Moi, je la partage si ça peut aider quelqu'un. Non, mais absolument. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit aussi dans ma réflexion de reprise de travail salarial ou pas. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être que ce sera un complément, parce que tout simplement pour l'envie aussi de contribuer autrement. Mais effectivement, tout métier est utile. Enfin, je sais pas. Peut-être que je nuancerai un peu. Peut-être que j'ai pas d'exemple là, mais peut-être qu'il y a des métiers aujourd'hui qui me paraissent moi inutiles et plus impactants qu'autre chose. Mais là, j'en ai pas. Mais voilà. Si on revient sur des métiers, on va dire fondamentaux, ils sont tous utiles. Est-ce que tu as une autre clé, par exemple, du bonheur? Donc là, on était sur faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'on a, la notion de gratitude. Est-ce qu'il y aura une deuxième, une troisième du coup? Je dirais prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour soi, ça veut pas dire attendre d'avoir 4 heures dans son après-midi pour se faire de bien, tu vois. Prendre du temps pour soi, ça peut être 5 minutes dans ta journée. T'es pas obligé d'attendre d'avoir un temps... Tu vois, on parlait un petit peu justement du travail, de nos... des tâches qu'on fait en rentrant, etc. et compagnie qui prennent du temps. C'est pas parce que tu fais tout ça. Alors déjà, tu peux remettre de la conscience sur tout ça. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? C'est aussi une manière de prendre soin de toi ou pour prendre soin de ta famille. Donc déjà, tu fais ça un petit peu avec plus de conscience et plus d'amour, donc t'es plus dans l'obligation, t'es dans le partage, la création, tu vois, c'est toi qui crée tout ça. Et prendre du temps pour toi, ça peut être juste 5 minutes pour respirer, ou 5 minutes pour dessiner, ou 5 minutes pour écouter ta chanson préférée, ou lire 4 pages de ton livre, tu vois. T'es pas obligé d'avoir un temps monstre. on attend toujours plus, mais aussi pour le temps qu'on s'accorde, tu vois. C'est pareil, pour faire ton sport, t'es pas obligé d'attendre d'avoir 2 heures dans ta journée. Tu peux très bien aller courir 15 minutes. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça te prenne 15 minutes? Si tu vas pas courir 1 heure, c'est pas grave, tu vois.
c'est vraiment important de prendre du temps pour soi. C'est vital. Donc, je dirais prendre du temps pour soi, même si c'est 5 minutes. Ouais, et pour moi, c'est vital et c'est quotidien, en fait. C'est d'autant plus le fait qu'il faut que ça reste simple, peut-être, et pas forcément toujours de 5 heures devant soi. Et au camp, si les personnes qui veulent prendre 5 heures, moi, des fois, en fait, ça dépend ce qu'on appelle aussi, ce qu'on entend par prendre du temps pour soi. Parce que c'est vrai que, bizarrement, moi, hier, j'ai passé 1h30 à tondre manuellement mon terrain avec une herbe assez haute. C'était la sortie de l'hiver, donc autant dire que ça avait poussé un petit peu. Mais en fait, c'était du temps pour moi. J'ai passé 1h30, mais en fait, moi, avec ma tondeuse et le bruit des oiseaux dans mon jardin, c'était du temps pour moi, en fait. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle par temps pour soi. Donc, tout ça pour dire que pour moi, faut que, l'exigence, par contre, c'est que ça doit rester quotidien. Sauf ce que je vois aussi souvent dans mes accompagnements, c'est que il y a des personnes qui sont complètement épuisées, et puis quand je leur demande quand est-ce qu'elles prennent du temps pour elles ou quand elles se reposent, c'est quand elles sont en vacances. Et quand est-ce qu'elles sont en vacances ? Tous les 3-4 mois à peu près. Et puis, elles prennent une semaine, sauf qu'elles mettent 6 jours à décompresser, et puis 7e jour, c'est la veille de la reprise, donc elles stressent. Bon, voilà. Donc, plus, en fait, on prendra du temps pour soi et un peu de repos ou pas, mais en tout cas du temps pour soi tous les jours, moins on aura besoin d'un laps de temps incroyable, et moins on va cumuler, en fait, des dettes aussi de fatigue, mais de fatigue mentale, de fatigue physique. Oui, carrément. Moi, par exemple, je suis très introvertie et casanière. J'ai besoin d'une journée complète par semaine où je ne fous rien. Mais quand je te dis rien, c'est que je ne fous rien. Tu vois, je caresse mon chien, je regarde des séries, je lis, etc. Tu vois, c'est vraiment journée à rien foutre. Tu vois. Tu pourrais dire que je ne fais rien, mais en soi, je ne fais pas rien puisque je prends du temps pour moi, tu vois. Et on a un petit peu aussi cette image du repos, presque comme quelque chose qui se mérite, tu vois. Il faut que tu aies beaucoup travaillé pour prendre du repos. Ah, j'ai fait beaucoup de choses, je vais un peu me reposer, tu vois. Et finalement, tu attends toujours de tirer un peu sur la corde, d'arriver un petit peu au bout de tes capacités, si tu veux, un petit peu comme un chargeur, une batterie de téléphone portable. Tu attends d'être dans le rouge pour le mettre à charger, tu vois. Alors que t'es pas obligé d'attendre que ton truc il soit HS pour le mettre à charger. Tu peux anticiper tout ça et prévoir du temps pour toi. Et j'en parlais j'ai un guide offert dans lequel j'en parle. Ça s'appelle prendre rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est capable de prévoir ce qu'on mange à Noël 6 semaines avant. On est capable de prévoir l'anniversaire de Bertrand qui est dans 3 mois, où on va tous aller dans une maison là-bas, ça va être génial. On est capable de prévoir un rendez-vous ophtalmo 6 mois à l'avance parce qu'il y a du délai, mais on n'est pas capable de se fixer un jour dans son agenda où on a prévu de ne rien faire à part s'occuper de soi, tu vois. Et moi, c'est le dimanche. Voilà, tous les dimanches. Ça peut être beaucoup pour certains ou pas assez pour d'autres. C'est vraiment, on en revient toujours à la même chose, tu vois, à s'écouter, à faire les choses pour soi. Moi, j'en ai besoin. Si j'ai une semaine où j'ai pas ma journée comme ça, je suis éclatée. Vraiment, je suis épuisée. J'en ai vraiment besoin. C'est un besoin vital. Donc, prendre du temps pour soi, évidemment, c'est très large. Et évidemment, après, si on a besoin de plus bouger, etc., c'est vraiment, ça dépend vraiment de tout à chacun. Mais de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour soi dans sa journée, lire 2 pages d'un livre, ça fait du bien. Et c'est ce qui, sur le long terme, va nous faire tenir. Tu vois ? Parce que tu reviens un petit peu à toi chaque jour, finalement. Mais de toute façon, j'aime beaucoup ton image de la batterie, parce que même électroniquement, en fait, ça a été démontré. D'ailleurs, les vendeurs le disent, les techniciens, qu'une batterie durera beaucoup plus longtemps quand on la charge régulièrement et pas quand on attend qu'elle soit complètement déchargée. Donc, c'est ça, c'est pareil pour nous. Et les rendez-vous avec soi, ils sont effectivement, c'est une bonne astuce que je partage des fois aussi dans mes accompagnements. C'est parce que si on ne prend pas rendez-vous avec soi, en fait, on dira oui, on laissera la porte ouverte à tout le reste, à l'invitation surprise d'une amie alors qu'on voulait rester tranquille, qu'on avait besoin d'être tout seul, aux courses que j'ai oublié de faire et que je vais faire, au travail que j'ai oublié de clôturer, etc. Donc, de se prendre des rendez-vous pour soi qui sont indérogeables, au moins on n'a pas d'excuses, en fait, pour les refuser. Mais après, je pense qu'il faut aussi rester
à l'écoute encore, et des fois, ces rendez-vous, même si on les a fixés, peut-être qu'on n'a pas envie là, ou de faire ça maintenant, puis voilà. Mais au moins... C'est exactement ça. Moi, je sais que le dimanche, c'est ma journée à moi, c'est mon non négociable. Après, des fois, si on m'invite à déjeuner, etc., et que j'en ai profondément envie, je vais y aller, tu vois. Je vais pas dire « Oh non, non, absolument pas ». Une contrainte C'est ma journée supplémentaire. pour moi, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est apprendre à rester flexible et s'écouter, finalement. On en revient toujours à ça. Non, mais c'est bien, S'écouter. même si on redit les mêmes choses, au moins ça montre que le bonheur, c'est pas non plus un truc incroyable, quoi. Besoin d'aller sur Mars pour être heureux. Oh, mais grave. J'attends mes vacances d'été pour profiter de la vie. Ouais. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier petit sujet, moi qui me taraude un petit peu. Notamment, j'ai appelé un peu le bonheur écologique, dans le sens où on est face quand même à pas mal d'enjeux climatiques et environnementaux en ce moment. Il y a de plus en plus également de personnes qui souffrent, en tout cas qui souffrent, on pourrait dire ça comme ça, d'éco-anxiété, même d'éco-dépression. Et on pourrait se dire également, vu comment le monde évolue, comment il est possible d'atteindre le bonheur, d'être heureux, ou encore, j'ai envie de dire pire, mais moi c'est une question que je me pose, enfin que je me pose. Je me la pose pas, mais c'est bizarre, je me la pose pas consciemment, mais je la ressens, c'est-à-dire comment, enfin... Je recherche mon bonheur, alors qu'à côté de ça, j'ai un monde qui est en train de s'effondrer. Donc, quand tout ce monde se fout en l'air, part en cacahuète comme ça, comment tu fais, toi, pour continuer à cultiver ton bonheur ? Alors, c'est une très bonne question parce que pour moi, l'enjeu écologique, c'est une part très importante de ma vie. Alors, je ne le partage pas forcément sur les réseaux sociaux, mais je suis active dans des associations, etc. J'ai fait des choix personnels par rapport aux enjeux écologiques. Ne pas avoir d'enfant, pour moi, c'est un acte militant, tu vois. Dans le sens où, d'un côté, j'ai pas envie de rentrer chez moi, de m'occuper des devoirs, de donner le bain et faire la bouffe pour 4 personnes, tu vois, ça m'a jamais fait triper. Mais en même temps, si je devais me poser la question aujourd'hui, je sais que je mettrais ce désir entre parenthèses parce que, écologiquement parlant, par rapport à tout ce qui se passe, je ne veux pas mettre au monde un enfant. Parce que je ne sais pas dans quel état sera la planète dans quelques années, parce que je ne veux pas faire subir, entre guillemets, des difficultés liées aux conditions climatiques à quelqu'un qui ne l'a pas choisi. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, évidemment. C'est très personnel, hein. C'est un choix vraiment uniquement... ça ne concerne que soi. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, c'est comme pour tout. Après, on en revient un petit peu à cette notion de... Est-ce que... je laisse la supposition, tu vas te dire mon Dieu, ça va être terrible, empiéter sur mon bien-être actuel, ou est-ce que je me contente, je suis fière de faire de mon mieux pour avoir le moins d'impact possible, tu vois. C'est un petit peu comme de l'anxiété générale pour tout, tu vois. Tu pourrais t'inquiéter de tout ce qui va se passer dans ta vie demain, etc. Tu vois, c'est un petit peu la même chose avec la planète. On a le droit de vivre des émotions difficiles. Alors moi, par exemple, je sais que des fois, ça me rend triste. Je sais que je peux pleurer par rapport à ça. Je suis hypersensible, voilà. Moi, quand je vois des choses passer sur les réseaux sociaux, etc., j'ai arrêté de suivre des comptes parce que ça me prenait trop d'énergie et parce que ça me rendait très triste. Pas parce que je m'en fous, tu vois, mais parce que ça m'impacte réellement. Ça a vraiment un impact sur mon bien-être. Je sais que ça existe. Je sais que c'est encore là. Seulement, voir ça régulièrement sur les réseaux, etc., c'est quelque chose qui peut me flinguer ma journée. Mais vraiment, tu vois, c'est quelque chose de très lourd. Donc, la première chose, je dirais que ce serait de se laisser vivre ses émotions par rapport à ça. Des fois, ça vient où je me dis, mais c'est horrible. C'est horrible. Tu vois, et tu te sens un petit peu impuissant par rapport à tout ça. Alors, je vais laisser venir parfois de la tristesse, parfois de la colère, comme je pourrais le faire pour n'importe quel événement dans ma vie, tu vois. Et après... je reprends un petit peu mon pouvoir, me dire mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Donc j'ai fait des choix de vie. Au quotidien, ça va être, moi je suis végane depuis plusieurs années. Je limite mon impact aussi par rapport à ce que j'achète local, etc. C'est vraiment aussi se remettre vraiment au centre de sa vie et se dire qu'est-ce que je fais pour cette notion qui me tient à cœur et réussir presque à s'en contenter, si tu veux. Se dire...
parce qu'on ramène toujours tout à soi. En se disant, oui, mais moi, ce que je fais, est-ce que ça a vraiment un impact de faire son tri? Est-ce que ça a vraiment un impact que j'achète plus ceci ou que j'achète plus telle marque, etc. Parce que après, c'est vrai, quand tu vas plus loin dans les démarches, etc., tu te renseignes sur les marques, tu n'achètes plus certaines choses, etc. Mais ça, c'est pareil, ça vient avec le temps, tu vois, tu vas pas faire ça quand tu commences. Et toujours ramener à soi, mais aussi se dire, on est des milliers, des centaines de milliers à faire ça, tu vois. Et évidemment que ça a un impact. Donc c'est aussi se dire que finalement, on est tous connectés, un petit peu comme pour le reste, et que ce que je fais moi, et ce que fait Michel ou Brenda, bah, ça sert et ça a forcément un impact positif sur cette chose qui me tient à cœur. C'est un petit peu ma réflexion par rapport à tout ça. Parce que oui, je ne vais pas te mentir, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me turlupine, pour utiliser un mot un petit peu joyeux pour parler de ça. Moi, je me suis rendu compte, pour partager un petit peu mon expérience, c'est que c'est depuis que je suis davantage sensible à tous ces enjeux, que ma vie a changé aussi et que du coup, je fais des choses dans ma vie. Donc, pareil, j'ai fait des choix ou même des activités au quotidien où je suis plus à faire du moi-même, cultiver mes légumes, etc. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Contact avec la nature aussi, beaucoup plus, que finalement j'ai pris conscience de l'importance de cette nature-là. Mais en même temps, de faire ces activités-là, ces contributions-là, me rendent aussi plus heureuse. Donc en fait, j'arrive, enfin j'essaye en tout cas, hein, c'est toujours en cours, mais en fait, c'est les choses qui me permettent, enfin les choses qui permettent de réduire mon impact, en fait, d'avoir une vie plus respectueuse pour mon être et pour mon écosystème, font partie de mes clés du bonheur. Donc en nourrissant l'un, je nourris l'autre. C'est exactement ça, mais parce que ça te fait vibrer et que c'est une cause qui te tient à cœur. Bah, c'est pareil, j'aurais jamais pu te dire que ça me fait triper il y a quelques années de mélanger mes huiles, de faire mes trucs, tu vois. Moi qui adorais passer mon temps chez Sephora, maintenant c'est des magasins qui m'angoissent, tu vois. Tu reviens à quelque chose de beaucoup plus simple et c'est quelque chose qui aujourd'hui me nourrit parce que ça nourrit en plus un besoin et des valeurs qui sont fondamentales pour moi. Et aussi, je pense que à essayer de voir un petit peu toutes les clés de notre propre bonheur dans notre vie, d'en prendre conscience, de prendre le temps de les vivre, etc., de mettre les choses à leur bonne place. Cultiver son bonheur, finalement, ça nous permet, ça limite derrière nos gestes qui sont anti-écologiques. Parce qu'il y a plein de choses dans notre vie que l'on fait pour compenser, pour combler un manque, un malheur, une tristesse. Par exemple, effectivement, le shopping compulsif, le fait d'être, je sais pas moi, de faire des voyages aussi. Il y a des personnes qui voyagent pour découvrir. Il y a beaucoup de personnes qui voyagent pour fuir leur quotidien. Donc si on n'est pas dans la fuite de notre quotidien, on voyage moins. Enfin, en tout cas, on prend moins l'avion. Je dis pas qu'il faut pas prendre l'avion, je veux pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas l'objet du podcast. Mais en tout cas, je sais, pour aussi moi l'avoir vécu, que derrière mes X voyages, je m'étais l'envie de découvrir, c'est vrai, mais aussi une partie était pour fuir mon environnement. Et que bizarrement, depuis que j'ai changé mon environnement, j'ai beaucoup moins envie de voyager. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Parce que en fait, mon environnement me suffit largement et j'ai tellement à découvrir autour de chez moi. Ou en prenant ma voiture. Alors certes, maintenant j'ai un van électrique. Pour rentrer dans le débat, ouais, mais l'électricité, elle vient d'où, nanana, aussi, mais c'est quand même pas pareil que l'avion. Maintenant, je voyage en van électrique avec mon réchaud à l'arrière. Avant, c'était en avion avec un hôtel. Donc, l'impact est complètement réduit. Voilà. Carrément. Donc, enfin bref. Voilà, je voulais juste en parler parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué de se dire je suis complètement déprimée et l'avenir le demain, je sais pas ce qui va en être et moi, dans mon coin, je cultive mon bonheur. C'est toujours un petit peu, je trouve, compliqué. Donc voilà, je voulais juste évoquer un petit peu ce point-là avec toi. Ouais, non, c'est super intéressant. Alors, on arrive à la fin de notre échange, mais j'ai encore quelques petites questions. Notamment une première, qui est est-ce que tu pourrais nous... En fait, je suis une petite souris, moi, et j'aime bien
me faufiler dans la vie des personnes. Je suis curieuse. J'ai un vilain défaut, pardon. Je suis curieuse. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une journée, tu prends n'importe laquelle, dans ta vie, avec ton bonheur? Je vais te raconter... J'allais dire aujourd'hui, mais enfin, il n'est que 11h, donc elle n'est pas terminée. Je vais prendre hier, je vais prendre une journée de travail. Parce que hier, c'était ma journée... Parce que hier, c'est dimanche, ouais, c'était férié. Exactement. Écoute, une journée typique. Je me réveille le matin, je prends du temps pour moi. Tous les matins, je prends du temps pour moi. Alors, c'est très variable. Ça peut être 5 minutes comme 1h30. Je me fixe pas de temps imparti, etc. C'est vraiment... par rapport à mon énergie du moment, tu vois, je vois le soir, si quand je me couche, je sais que j'ai besoin de plus dormir, etc. Tu vois, je vais réduire ou pas mon temps de sommeil, enfin bref. Je câline mes animaux, très important. On commence toujours par câliner ses animaux. D'ailleurs, elle se lève là. Calme-toi. C'est positif. Je fais ma petite routine, je déjeune. Grand kiff du matin pour moi, sortir mon chien. L'assistante Balou, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Grand kiff de la journée, j'adore. Pour moi, passer du temps avec mon chien, c'est une bulle de bonheur indescriptible. J'adore passer du temps avec elle. Et la promener tous les matins, voilà, on va marcher, etc. C'est pareil, tu vois, ça me fait ma petite marche du matin pour me mettre en jambe pour ma journée. Ensuite, en général, je commence à travailler une fois que je rentre, etc. J'ai pas une vie très différente de celle des autres. Après, je bosse jusqu'à midi. Je mange. Soit je fais ma séance de sport avant, soit je fais ma séance de sport après. Très important de bouger parce qu'en plus, comme je suis à la maison, etc., on bouge pas trop, etc. Donc, pour faire monter l'énergie, c'est bien d'avoir du mouvement. Ensuite, je retravaille. Je ressors mon chien. Mon amoureux rentre. En général, je coupe tout quand il arrive. Et puis après, on commence à faire des choses ensemble, etc. On discute, on met de la musique ou alors des fois, on cuisine ensemble, etc. Je réponds encore à quelques messages sur Instagram. Puis voilà, quoi. C'est la fin de la journée. En général, on regarde notre petite série. Après, je fais ma petite routine du soir et puis on va se coucher. Voilà. Fin de journée. Magnifique. Léa, elle est vachement simple, ta vie. Hein. Excusez-moi, je ne vis pas. J'adore. Je suis pas partie aux Maldives. J'adore, justement. Ouais, franchement, elle n'est pas très Instagrammable, hein, franchement. Non, mais grave. D'ailleurs, je partage très peu mon quotidien. Je me dis, mais ça va faire chier les gens, je vais pas leur montrer mon PC. Ils vont... Tu sais que moi j'ai juste partagé le fait que j'étais en train de faire des galettes de sarrasin. Attends, mais chose très importante, je partage un podcast pour les personnes qui sont pas sur Instagram. Le secret d'une bonne galette bretonne de sarrasin, avec des petites bulles légères, etc., il faut qu'elle repose. Donc, on ne la fait pas 2 heures avant, comme c'est écrit. Non, c'est au moins 24, 48 heures et si tu peux, 72 heures. Ah ouais, quand même. Et tu la bats bien. Il faut bien la battre. Il faut que ça muscle les bras. C'est ça, le secret. C'est ça, le secret. Des galettes. Voilà. Exactement. Bien battu, bien reposé. Et bien reposé, comme nous. Voilà, exactement. Des petites bulles, on adore. Donc, voilà ma journée typique et de ma vie que j'adore, quoi. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. J'adore l'expression. Pour prendre du plaisir, quoi. C'est vraiment juste remettre de la conscience, tu vois. C'est pareil, le matin, je l'ai pas précisé. Je suis maniaque, je fais 20 minutes de ménage par jour minimum. C'est ton mouvement. Voilà. Tu bouges ton corps. Pour bouger mon corps. Tous les matins, voilà, c'est ma petite pause de 10 heures entre le moment où je travaille et midi. Et puis voilà, après je prends des pauses sur ma journée. Voilà, je vais me mettre sur mon transat au soleil. Je vais marcher avec Balou. Quand je vais pas bien, je vais juste marcher toute seule. Puis voilà, quoi. Des activités simples qui sont gratuites. Ce qui te permet de moins travailler derrière. Ouais. Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et je comprends tout à fait. Ouais, enfin, moi, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi parce que je travaille, je commence à 7h du matin, je rentre tard, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai. J'étais salariée, moi aussi. Je l'ai connu et je sais. Ouais. Bah voilà. Ouais. C'est la même chose. Et encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être à son compte pour avoir une vie, même si
le but de cette question, c'est pas d'avoir ta vie. Bien entendu, on a bien compris ici qu'on a chacun son propre bonheur. Mais tout ça pour dire que tu as, toi, ce que tu as dit, des choses qui sont simples et gratuites. Oui. Et encore une fois, moins on a besoin d'argent, moins on a besoin de passer du temps à travailler, par exemple, à en gagner en tout cas. Ouais, carrément. Parce que, encore une fois, l'argent, c'est du temps que l'on a donné à une entreprise, par exemple. C'est notre temps à nous. Oui, c'est ça. Et qui a beaucoup de valeur. Puis ma journée, quand j'étais salariée, n'était pas très différente. Hein. Enfin, je veux dire, hormis le fait que j'aille au bureau, etc., j'avais le temps de transport, etc., c'est pareil, je me levais plus tôt. Alors, je me levais plus tôt très régulièrement parce que je prends toujours du temps pour moi le matin. Et c'est pareil, tu vois, quand je me suis formée, etc., j'allais faire mes formations, j'avais pas forcément envie le soir après le travail. Et du coup, je me levais plus tôt le matin pour le faire parce que je voulais pas que ça empiète sur ma soirée. Parce que voilà, moi, je sais très bien qu'en sortant après une journée de travail, tu vois, pareil, le soir là avec mon chéri, etc., j'ai pas envie de faire des trucs qui me demandent de réfléchir. Je suis vannée, quoi. Tu vois, j'ai passé la journée sur mon PC, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Je me levais plus tôt, c'est pareil, j'avais mes routines, j'allais promener mon chien. Au lieu de rentrer et de m'installer à mon bureau, je rentrais, je prenais mes affaires et je partais au travail, tu vois. C'est la même chose. Sauf que là, maintenant, je le fais chez moi. Et pareil, entre midi et 2, tu peux très bien aller marcher 15 minutes pour t'aérer l'esprit, tu vois. T'as pas besoin... Moi, j'avais mes collègues qui faisaient leur pause clope, tu peux te lever pour aller marcher, hein. Moi, je fume pas, donc voilà. Mais tu peux très bien juste te lever. Tu vas aux toilettes. Très important d'aller aux toilettes parce qu'on a tendance à ne pas y aller quand on est très concentré. On se lève, on va boire un petit verre d'eau. Et à boire de l'eau. Oui, exactement. On boit son verre d'eau. On revient se poser, travailler, etc. Et puis voilà, le soir, c'est pareil. Je rentrais. En général, je descendais plus tôt. J'habitais sur Paris, donc dans les transports, je descendais 1 ou 2 stations avant. Comme ça me permettait de marcher. Tu vois, de chez moi au transport, ça me permettait quand même de bouger un petit peu. Puis pareil, je rentre, je promène mon chien, je fais ma petite séance de 15-20 minutes si j'ai envie, et puis voilà, après, je cuisine, je passe du temps avec mon chéri, c'est la même chose, quoi. Vraiment, c'est... vraiment, il faut vraiment juste trouver ce qui nous fait du bien. C'est juste ça, quoi. C'est pas parce que t'es salarié que tu peux pas faire des choses qui te font du bien au quotidien. Et aussi remettre de la conscience sur ce qu'on fait. Parce qu'il y a une époque aussi où je trouvais que j'avais pas de temps pour moi et je rentrais, je me mettais devant Netflix. Donc c'est aussi regarder où est-ce qu'on met son énergie. Est-ce que tu passes combien de temps sur ton téléphone ? Tu passes combien de temps devant la télé, etc. Alors c'est des questions qui font pas plaisir parce que ça vient challenger, etc. Et c'est vrai. Combien de temps est-ce que tu passes devant ta télé, etc. Moi, quand on a déménagé, j'ai pas repris la télé. Parce que je me suis rendu compte que c'était super énergivore déjà, donc c'était foutrement inintéressant. Parce que franchement, il n'y a que de la merde. Au final, tu te rends compte que tu la mets que parce que ça fait un fond sonore finalement. Pour faire un bruit. Mais c'est ça, ouais. C'est comme s'il y avait toujours besoin d'avoir une animation, etc. Et puis voilà, vraiment se rendre compte d'où est-ce qu'on met son temps et son énergie. Est-ce que tu as besoin de regarder 3 épisodes de ta série pour profiter de ta soirée ? Pas forcément, tu peux en regarder un seul, tu vois, et faire autre chose. On a beaucoup de choses dans notre journée qui nous prennent du temps sans qu'on s'en rende compte. Après, je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles elles vont se dire « Oui, mais moi, regarder une série sur Netflix ou être sur Instagram, c'est mon temps pour moi. » Dans ce cas, je pense que, encore une fois, chacun a son bonheur, mais dans ce cas, ces personnes-là, en général, elles sont pas en train de se plaindre en disant « J'ai pas de temps pour moi », parce que Netflix égale leur temps pour elles. Donc, il faut juste savoir encore une fois, voilà, quelles sont nos clés du bonheur à nous. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est Instagram, c'est Netflix, c'est Pinterest, c'est un livre, c'est un feu de cheminée, c'est une balade, c'est un peu de tout. Exactement. Ça fait partie de mes plaisirs du soir. Regarder ma petite série le soir, j'en ai besoin. Tu vois, c'est vraiment mon sas de décompression. C'est ma dernière activité de la journée. Tu vois, j'ai tout. Tout est fait, même la vaisselle est faite. J'ai plus qu'à poser mon cul et regarder ma série, c'est trop bien. C'est vraiment mon kiff du soir. Mais tu vois, c'est pareil, j'ai appris à m'écouter parce qu'avant, déjà, j'ai plus trop le choix parce que mon mec s'endort avant moi, donc on est obligé d'en regarder qu'un seul parce qu'après, le mec n'est plus là. Comme on regarde ensemble, si tu veux, je vais pas continuer sans lui. Mais c'est pareil, tu vois, je pourrais continuer ou mettre autre chose, mais voilà, je sais que je stoppe, je vais m'étirer 5 minutes, je câline mes animaux, encore. Je vais faire un petit peu de respiration et puis après, je vais me coucher, quoi. Voilà. Léa, j'ai encore 3 petites dernières questions pour toi. Un peu des questions, tu sais, tac au tac. Mais allons-y. Quel est le premier pas à franchir pour créer son propre bonheur ? Se poser la question. Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Sans chercher compliqué.
Voilà, juste tu demandes ce qui te fait du bien, quoi. Si c'est faire un château de cartes, tu fais un château de cartes. Si c'est aller marcher dehors, tu vas marcher dehors. Si c'est regarder un film, tu vas regarder un film. Si c'est mettre fin à votre écoute de podcast là parce qu'on vous saoule, vous pouvez mettre fin à l'écoute de podcast. Mais n'oubliez Carrément. pas de mettre 5 étoiles sur le podcast. Voilà. Mettez 5 étoiles et barrez-vous. Voilà. Et voilà. Mais faites-le franchement. Est-ce que tu as une... Donc moi, j'ai posé plein de questions. Tu as beaucoup répondu. Merci. Mais est-ce que toi, tu as une question à poser à nos auditrices qui ne veulent pas te foutre le camp et qui veulent rester avec nous encore jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre vie récemment, dans votre journée ou dans votre semaine, la semaine dernière? Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais prenez le temps de notifier ce qui vous a fait du bien et avec les choses avec lesquelles vous avez pris du plaisir. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un ami au téléphone. On est resté une demi-heure au téléphone, c'était trop bien. C'est vraiment les petits détails et les petits trucs qui font que la vie est plus cool, quoi. Tu vois, ça peut même être juste un texto. T'as reçu un texto d'une personne que t'aimes qui t'a demandé tes nouvelles, c'est trop cool, tu vois. Ou une personne qui te harcèle en t'envoyant des TikTok toute la journée, tu vois. C'est quelqu'un qui t'aime. Qui voit des choses drôles et qui les partage, tu vois. C'est pareil, c'est des petits détails auxquels on peut prêter attention et se dire ouais, c'est sympa. Moi, en ce moment, Jordan, donc mon conjoint, il m'envoie des réels de chats. Et comme on a un chat, on a l'impression de toujours voir notre chat dans les réels, c'est fou. C'est drôle. Ouais, je limite un maximum mon temps sur les réseaux parce que j'utilise les réseaux pour mon biais professionnel, enfin pour mon activité professionnelle, mais je suis pas très consommatrice. Donc ça m'aide à bien à pas passer trop de temps sur Instagram, par exemple. Je passe du temps pour mon côté professionnel et voilà. Mais par contre, effectivement, les petits réels de chatons, c'est quand même bien drôle. C'est clair, il y a plein de trucs super sur les réseaux. Hein. C'est pas des trucs à bannir, hein, forcément. Il y a des recettes sympas. Mais il y a nous déjà. Déjà, il y a nous. Franchement, venez nous suivre. Alors, une toute dernière question que j'ai annoncée dès le début, donc je pense que tu es ultra prête. Est-ce que tu as des ressources qui t'ont inspiré récemment ou qui t'inspirent encore aujourd'hui, que ce soit podcast, vidéo, livre, personne que tu souhaites partager? Écoute, ça va tourner un petit peu autour du business parce que c'est un petit peu ce qui me challenge le plus dans ma vie ces derniers mois avec la création de mon entreprise. Donc je suis beaucoup Aline de The Bee Boost, peut-être que tu la connais, très certainement. Oui. Une que j'adore aussi, c'est Cindy de Graphic Media, qui a aussi son podcast qui s'appelle Mindset. Dans un anglais parfait. Mindset créatif. Ah ouais. C'est celle que je consomme le plus, que ce soit sur les réseaux ou même leur podcast. Hein. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle partage? Alors, c'est essentiellement des réflexions autour du business, tu vois, des challenges qu'elles vont traverser, etc., des astuces. C'est super intéressant. Niveau livre, qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'en ai parlé sur mon compte Instagram, c'était Pourquoi les potins nous font-ils du bien? C'est un livre que j'ai reçu d'une maison d'édition, trop sympa, et je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce qu'il allie, tu vois, la psychologie humaine, de comportement, etc., mais avec beaucoup d'humour et de légèreté. Alors moi, c'est ce que j'aime. Je pense que tu as dû le voir sur mes réseaux sociaux. J'aime pas quand c'est compliqué. Il se lit super facilement et je l'ai trouvé super cool. Et pour compléter, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être le lien d'un endroit où est-ce qu'on peut te retrouver, ton compte Instagram ou autre chose, pour les personnes qui aimeraient également apprendre à kiffer leur vie bordel? Pour me retrouver, c'est très simple, c'est directement sur Instagram, Gratitude et Bonheur, et il y a directement le lien dans ma bio qui donne accès à la newsletter, au podcast et à mon programme phare Sérénité pour transformer ta vie en profondeur. Eh bien, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer pour découvrir tout ça. Eh bien, écoute, je vais te laisser, Léa. Je te remercie beaucoup pour ce chouette moment qui fait partie de mes moments plein de bonheur de ma semaine, voilà, dont je me souviendrai la semaine prochaine. Je t'ai noté dans mes gratitudes ce matin. Yeah. Enregistré avec Alexandra.
Non, c'est vraiment très très chouette. J'ai passé en tout cas moi un bon moment, un agréable moment, et j'espère que les personnes qui nous auront écoutés également repartent avec de la joie, de la motivation et de l'entrain, voilà. Et puis foutez-vous la paix, cherchez des choses simples et kiffez, bordel. Voilà. Mais c'est parfait. Je t'embauche. Merci Léa, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt, j'ai adoré ce moment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.